Bienvenue à ce stand de l'AFD du CIRAD pour la conférence sur les indications géographiques. En votre nom, je remercie l'AFD et le CIRAD pour leur aimable hospitalité. Alors, nous traiterons aujourd'hui d'une question qui est à la fois simple et complexe, un peu rébarbative, parce que le concept d'indication géographique renvoie à plusieurs sens. Pour utiliser un mot barbare, je dirais que c'est un concept polysémique. Il renvoie et recouvre également plusieurs domaines. Ainsi, les indications géographiques relèvent à la fois du droit de la propriété intellectuelle, de la géographie, il s'agit de repérer dans l'espace, n'est-ce pas, un territoire donné, de l'histoire et des techniques culturelles. Aussi, je propose en guise d'introduction à cette conférence que nous commencions par une clarification du concept. Mais rassurez-vous, je serai très bref parce que vous savez qu'il est prévu une dégustation tout à l'heure. Nous devons donc aller vite et nous devons laisser la parole à certains opérateurs qui sont là. Je pense en particulier à M. Metomo René, qui nous en parleront dans le détail. Alors, l'indication géographique est un droit de propriété intellectuelle fondé sur la valorisation du savoir développé par une communauté locale et transmis de génération en génération. Selon l'article 22 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC, les indications géographiques servent à identifier un produit comme étant originaire d'une région ou localité, d'un territoire, dans le cas où une qualité ou autre caractéristique déterminée du produit peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique. Si nous prenons le cas du miel blanc d'Oku, c'est une indication géographique de par son goût, mais aussi et surtout de par sa couleur blanche, qui est liée à un tout petit périmètre de la localité d'Oku et aux méthodes culturelles employées, transmises de génération en génération. Les indications géographiques sont utilisées comme un outil de commercialisation et sont censées attester de la qualité d'un produit, de mettre en valeur l'identité d'une marque et de préserver les traditions culturelles. Enfin, dans son rapport à l'agriculture, l'indication géographique est un catalyseur de l'agriculture en ce sens qu'elle valorise les produits d'un terroir, d'une région, en leur donnant une reconnaissance en termes de qualité et génère des ressources économiques qui peuvent contribuer au développement durable de la région de provenance ainsi que de l'activité des producteurs. Pour conclure, je dirais que les États membres de l'OAPI ont donné quitus à l'OAPI pour formuler un programme sur la protection, la valorisation des produits du terroir et de rechercher les financements pour sa mise en œuvre par les ministères en charge de l'agriculture. Je signale ici que l'AFD a contribué à hauteur d'1 million d'euros pour l'élaboration de ce programme. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le PAMPIC, c'est-à-dire le programme d'appui pour le PAMPIC au sein de l'OAPI, à savoir projet d'appui à la mise en place des indicateurs géographiques. À ce jour, 3 produits ont été inscrits comme indication géographique en Afrique subsaharienne. Il s'agit, je crois, du café Ziana de Conakry en Guinée, du poivre de Penja au Cameroun, du miel blanc d'Oku au Cameroun.
L'identification des nouveaux produits éligibles se poursuit activement. Voilà ce que je peux dire en guise d'introduction à cet échange. Je crois qu'il y a d'autres opérateurs qui vont intervenir et qui pourront, n'est-ce pas, nous expliquer et continuer à nous expliquer cette notion. Je vous remercie. Oui, je voulais remercier M. Jean-Claude Eko Akwafané, qui est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de Minader au Cameroun. Et je vais appeler maintenant les autres intervenants à cette conférence. Donc Estelle Bienab du CIRAD, Christophe Chauveau, d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, donc Gérald Gaudreuil d'Artisans du Monde, Jean-Claude Netomo, le président des producteurs de poivre de Panja au Cameroun, et monsieur Kerfala Kamara, de la Maison guinéenne des entrepreneurs, et le dernier intervenant, Saïd Abdel Fattah, du ministère de l'Agriculture de la Tunisie. Peut-être en introduction, l'idée de travailler sur cette question agriculture familiale et signes de qualité. On se rend bien compte que c'est très important pour les agriculteurs familiaux de produire et de mieux produire, mais il s'agit aussi de vendre nos produits et d'informer le consommateur sur les efforts qui sont faits sur ces nouveaux modes de production. Donc le secrétaire général vient de nous parler d'un des signes de qualité qui est l'indication géographique. Nous avons voulu croiser d'autres regards avec d'autres formes de valoriser les produits de l'agriculture familiale, notamment le commerce équitable ou l'agriculture biologique. Donc l'objectif de notre table ronde, c'est vraiment d'essayer d'avoir une réflexion sur l'évolution de ces signes de qualité et surtout l'importance de ces signes pour les agricultures familiales. Est-ce que les agricultures familiales ont des difficultés ou des atouts pour répondre et être présents sur ces marchés de qualité? Donc je vais commencer ma première question en me dirigeant vers Monsieur Camara et Christophe Chauveau également, en leur disant finalement on assiste aujourd'hui à une explosion des signes de qualité. Et qu'est-ce qui, selon votre expérience, donc dans les différents pays où vous travaillez, quelles sont les motivations en fait des agriculteurs familiaux à participer à des démarches de qualification, de labellisation? Ok, merci madame. Et je suis Kerfala Kamara. Je travaille pour une ONG nationale guinéenne, Maison guinéenne de l'entrepreneur. Et nous avons accompagné, en partenariat avec l'IRAM, la mise en place de l'indication géographique pour le café Ziama de Massanta. Alors la motivation principale des acteurs à faire de l'indication géographique, c'est d'abord le souci de faire la qualité. Ensuite, l'augmentation du revenu. Maintenant, en troisième position, peut-être, c'est la protection de leurs produits. Parce qu'avant, le café qui est produit dans la zone de Ziama est un café Robusta, mais un Robusta supérieur. Robusta qui est vraiment proche de l'Arabica. Mais ce café n'était pas vendu au prix normal. Il était vendu comme un café tout venant. Alors c'est ce qui a poussé à un groupe de producteurs composé de 10 groupements qui ont accepté de se soumettre à un cahier de charge. Et ce cahier de charge, ils ont voulu le respecter pour pouvoir faire de la qualité. Et l'objectif qui est visé pour ça, c'est vendre à un prix beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui est arrivé. L'année dernière, heureusement, ils ont pu vendre 20 tonnes de café à la maison Zobin. Et cette année, il y a une demande de 100 tonnes, mais ils sont en mesure de fournir 60 tonnes. Donc, le souci principal, c'est de faire la qualité pour vendre mieux. Merci. Peut-être Christophe peut rajouter quelque chose par rapport au commerce équitable notamment. Bonjour, donc moi je m'appelle Christophe Chauveau, je travaille pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières et on appuie des dizaines d'organisations de producteurs, de coopératives dans leur démarche d'accès au marché. Donc effectivement, tout a été dit. Les signes de qualité, ceux auxquels je me réfère, il s'agit plus du commerce équitable et de différentes formes de certification de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie.
Ces labels et ces certifications sont des conditions souvent nécessaires pour que les producteurs puissent accéder au marché dans de meilleures conditions. D'abord, accéder plus directement en court-circuitant certains intermédiaires qui sont les intermédiaires historiques des filières conventionnelles, mais également d'accéder à des marchés qui sont prêts à mieux rémunérer certaines caractéristiques de leurs produits, la qualité paysanne, la qualité sociale, la qualité bio, environnementale, etc. Alors, on parle tant, nous, dans notre cas, hein, et selon nos expériences, de conditions pour accéder au marché d'exportation. C'est le cas du café, du cacao, du quinoa, de certains fruits, etc. C'est en général absolument nécessaire puisque les marchés du Nord sont assez friands de ces signes de qualité, de ces labels, de ces certifications. Il faut rappeler que 97% du bio, de la production certifiée bio est consommée aux États-Unis et en Europe. Le commerce équitable, c'est la même chose. Hein. 99% des produits certifiés du commerce équitable sont consommés au Nord. Donc pour les paysans du Sud, c'est essentiel de pouvoir passer par la reconnaissance de ces signes de qualité pour accéder au marché. Mais ça peut être également utile pour accéder au marché local. On voit de plus en plus de paysans, notamment en Amérique latine, qui négocient tant avec les municipalités pour avoir accès aux marchés municipaux, aux marchés hebdomadaires, que des organisations paysannes qui négocient avec l'État dans le cadre des achats publics pour les cantines, par exemple. Et pour ce faire, il leur est demandé souvent de pouvoir présenter aussi des garanties, des certifications de la qualité de leur production, en particulier de la qualité bio, de la qualité, on va dire, de la qualité sanitaire, entre guillemets, de leur production. Ok, merci. Peut-être pour continuer dans cette ligne, donc on a beaucoup parlé de revenus. Et est-ce que, donc là je vais me diriger à Monsieur Métomo, quels seraient, au-delà de ces revenus au niveau de l'agriculteur, les bénéfices de ces signes de qualité? Merci, je suis Métomo, René Claude, je suis président des producteurs de poivre de Penja. Eh bien, l'un des principaux bénéfices de cette agriculture est tout d'abord le fait que les filières s'organisent. Nous avançons là dans un domaine où les gens au départ n'étaient pas organisés et ces signes permettent aux filières de s'organiser étant donné que les producteurs informés de là où se trouvent leurs intérêts sont obligés de s'organiser pour avancer vers ces signes de qualité-là. Ça, c'est l'un des bénéfices. L'autre bénéfice, c'est que l'organisation mise en place permet aux producteurs de mutualiser un certain nombre d'opérations. Par exemple, l'achat des intrants, ce qui permet de faire des économies d'échelle. L'un des autres signes, c'est peut-être aussi de pouvoir être fort face au marché, mieux vendre pour gagner, pour profiter de la valeur ajoutée générée par le signe de qualité. Merci. Est-ce que Camara ou Gérald voudrait rajouter quelque chose sur ce point? Bonjour, donc moi je suis d'Artisans du Monde, donc effectivement beaucoup de choses ont été dites sur les bénéfices, qu'ils soient des bénéfices économiques. Moi j'aimerais rajouter sur, notamment dans le commerce équitable, il y a deux aspects qui sont, voire plusieurs, mais qui sont assez importants. Notamment c'est de permettre aux producteurs d'être dans une démarche dynamique de production qui ne soit pas une dynamique qui les mette dans une dynamique aussi d'endettement. Ça veut dire que le commerce équitable, par le système de préfinancement des récoltes et de paiement comptant, va permettre aux producteurs de pouvoir enclencher un processus de production. Donc ça, c'est un élément très important pour beaucoup de producteurs du Sud. Un deuxième élément qui est aussi important, c'est la notion de relation durable. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire un coup avec un producteur sur un marché, mais on est bien de s'inscrire dans une relation qui s'inscrit dans la durée. C'est pour chacun, c'est plus facile de se projeter dans la durée, de faire un pari sur l'avenir, quand vous savez que vous avez une relation qui va
être pérennisé. Donc ça, c'est important aussi. Je parlerai aussi de bénéfices sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'objectif du commerce équitable, c'est d'avoir des critères mais qui permettent aux producteurs de travailler dans les meilleures conditions. Donc c'est de s'assurer que le respect des droits humains, des droits sociaux fondamentaux, ce n'est pas juste des termes, des engagements internationaux, mais que c'est une réalité sur le terrain. Donc c'est vraiment le commerce équitable, c'est vraiment de s'assurer des bonnes conditions de production, des conditions en termes de travail, en termes de santé pour les producteurs, mais également des bénéfices qui peuvent être autour du travail en termes d'accès à la santé, à l'éducation. Donc c'est toutes les retombées des bénéfices supplémentaires qui sont souvent liés à des primes de développement, mais pas uniquement, que peuvent permettre le commerce équitable. Enfin, je terminerai sur un point que vient de souligner M. Metomo, c'est la question de renforcement des organisations. Ça, c'est dans toutes les études d'impact qui ont été menées, que ce soit des études d'impact par le GRED, par le CIRAD ou d'autres acteurs. Ce qu'on souligne surtout, c'est le fait que les producteurs organisés peuvent jouer un rôle en termes de développement local, mais pour eux-mêmes en termes de rapport de force, de négociation vis-à-vis des acheteurs. Et ça, c'est un élément clé du commerce équitable qui dépasse l'élément économique, mais c'est prévoir d'inverser le rapport de force et de leur permettre de maîtriser davantage toute la filière et de s'accaparer, je dirais d'une certaine façon, mieux la valeur ajoutée parce qu'ils maîtrisent mieux la filière. Bon. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit par rapport aux bénéfices réalisés. Mais il y a aussi un autre élément important qu'il faut ajouter, c'est que ça facilite l'accès au crédit. Parce que les acteurs ont un des problèmes principaux qui s'opposent aux acteurs, c'est le financement de leurs activités. Mais une fois que la qualité est là et qu'il y a un marché qui se positionne, ça leur facilite l'accès au crédit. Ça a été le cas du café Ziama. La quantité qui a été exportée, il a fallu que ce marché se dessine pour que les institutions de microfinance aient confiance à l'organisation pour pouvoir avancer un certain montant en termes de crédit. Merci. Monsieur Saïd veut rajouter quelque chose. Je suis Saïd Al-Fattah, directeur de l'horticulture au ministère tunisien de l'agriculture et parallèlement je m'occupe de la promotion des indications géographiques. J'ajouterai quelque chose pour le bénéfice de cet aspect de labellisation, c'est la durabilité du système et de l'agriculture d'une façon générale. Donc l'aspect durabilité s'impose pour promouvoir cet aspect et promouvoir le développement rural communautaire autour d'une appellation ou d'un produit qui a davantage assez important par rapport aux autres. C'est d'améliorer le bénéfice, que ce soit économique et préserver aussi l'environnement et surtout la biodiversité du système. Donc ça s'inclut dans le cadre de la durabilité du système. Donc l'effet durabilité et l'aspect économique, surtout autour de l'agriculture rurale, s'impose. Et nous, en Tunisie, dès l'année 1979, on s'est focalisé sur la labellisation, surtout pour l'aspect biologique, l'agriculture biologique et les indications géographiques. Donc, on a sollicité dès l'année de 2005 la coopération avec l'AFD, la France, avec les Suisses et l'Allemagne. Donc, on a maintenant 3 projets qui sont en cours avec l'AFD pour 3 filières. Donc 3 filières, que ce soit l'huile d'olive, les dattes d'Aigle-Nour et le grenade de Gabessa avec l'AFD. Donc on a commencé le projet. Le projet donc pour la coopération avec l'AFD à 3 volets, c'est de contribuer à organiser tous ces 3 filières, surtout en matière de la population rurale et le développement rural, et avoir une valeur ajoutée assez importante. Et le deuxième volet, c'est renforcement des capacités de tous les intervenants de ce domaine et avoir la promotion et l'exportation. Donc ça pour avec l'AFD. Donc avec les Suisses, la coopération en Suisse, et particulièrement l'ONIDI, on a 3 filières aussi. On a un produit artisanal Silarissa. On a aussi le fig de Djebba, Donc juste
ce sont des localités et d'un produit qui se caractérise par une spécificité assez importante. Donc on est là pour le... Et ainsi, en plus, il y a le troisième produit, c'est le figue de Barbarie, surtout pour le cosmétique et amélioré, qui se trouve dans la Tunisie centrale. Donc où il y a l'indice de pauvreté, c'est un peu élevé. Donc tous ces projets de labellisation et d'indication géographique se situent dans les localités intérieures qui sont un peu diminuées. Et la valeur ajoutée qui va être apportée par cette indication va améliorer le niveau de vie de ces populations qui sont diminuées. Donc, pour avoir toute la filière ensemble, donc on s'organise davantage entre les agriculteurs et toute la filière pour avoir un bénéfice direct pour cette société rurale et avoir un revenu assez confortable et garder la qualité, surtout la qualité. Donc tout le monde, toute la filière se mettent autour de ce produit et tout le monde, donc que ce soit pour l'achat des intrants, pour ce soit, donc l'organisation c'est la base, donc l'organisation de la profession ça sera la base pour que tous les intervenants trouvent leur qualité et ainsi la participation. L'approche participative, c'est primordial pour cette approche de l'agriculture familiale et l'agriculture durable. Donc tout le monde se met pour réussir une telle culture et avoir un valeur et bénéfice tout en gardant l'environnement et l'aspect socio-économique. Merci Saïd. Justement, je voudrais que vous gardiez le micro. Parce que moi j'ai une question, tout ce qu'on a entendu en termes de bénéfices, c'est très attirant. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de signes de qualité finalement, parce que ça a quand même un retour très intéressant pour les populations rurales et pour les agriculteurs familiaux. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, vous en avez un petit peu abordé maintenant en parlant de la question de la participation, est-ce qu'il y aurait des préalables avant de mettre des signes de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions à remplir avant de se mettre en route pour un signe de qualité? Oui, les préalables sont intéressants. Donc on doit aborder ces préalables, surtout en matière de législation. Donc on doit mettre le cadre législatif adéquat en concertation avec la population cible. Donc on a le cadre juridique adéquat et tous les textes d'application qui règlent cette matière. Donc ça, la première chose qu'on doit tenir compte, ainsi la sensibilisation. La sensibilisation de tous les intervenants, toute la filière, parce qu'il y a le conflit d'intérêts entre tous les intervenants, il y a le producteur, et les intermédiaires, que ce soit les collecteurs, que ce soit les petits commerçants et le conditionneur et l'exportateur. Donc, avoir une atmosphère de confiance entre c'est un peu difficile. Donc, on s'y met maintenant avec tous les projets d'avoir cette atmosphère de confiance entre tous les intervenants pour développer cet aspect de qualité. En plus, on se heurte parfois au coût de certification. Le coût de certification d'un certain label pose un peu de problème pour surtout pour les petits producteurs. Et donc on s'y met nous maintenant pour les aider avec quelques subventions au début de démarrage. Donc on peut les aider dès le démarrage pour les sensibiliser davantage, pour s'y mettre pour cette approche de labellisation, que ce soit les indications géographiques ou les labels écologiques ou tous les autres comme l'aspect de l'agriculture organique ou biologique. Donc tous ces facteurs doivent être mis à l'avance en discutant avec la population cible, que ce soit agriculteurs, les intermédiaires, les collecteurs, tout ça. Donc on est en train de négocier avec eux en sensibilisant tous les intervenants. Donc c'est ça les préalables qu'on déjà on le poursuit à le faire dans le cadre de ces projets aussi. Donc il y a des difficultés, surtout de convaincre la population rurale. Surtout la population rurale, c'est ça le défi qu'on est en train de faire avec eux, juste pour les convaincre davantage à se réunir et s'organiser en structure professionnelle, que ce soit groupe de développement local ou de sociétés mutuelles de services,
ou de coopératives de grandioses pour faire toutes les activités. Donc on est en train de les sensibiliser davantage pour avoir ce profit. Donc nous, comme on voit ce profit, mais eux, on les apprend petit à petit pour s'accrocher à cette approche de labellisation, donc segmentation du marché. Merci beaucoup. Alors justement, ça nous permet de dériver un peu, je vous en avais déjà abordé, hein, sur les difficultés qui se présentent quand on veut mettre en place un signe de qualité. Est-ce qu'Estelle Bienab, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport au préalable ou par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs familiaux? Merci. Donc bonjour, je suis Estelle Bienab, je suis chercheure au CIRAD dans l'UMR Innovation, dans une équipe qui travaille sur les différents signes de qualité, et en particulier les indications géographiques, mais également un petit peu l'agriculture organique et différentes formes de certification, un peu le commerce équitable également. On a une approche assez globale et c'est dans ce cadre-là que je voulais intervenir pour dire que il me semble que quelque chose qui est important vis-à-vis des difficultés, c'est le fait que si d'un côté les petits producteurs ou l'agriculture familiale ont des avantages à faire valoir en termes de qualité pour tout un tas de raisons, du fait du patrimoine qu'ils ont, du fait du soin qu'ils apportent à leur production, du fait des terroirs dans lesquels ils peuvent travailler, d'un autre côté, donc ça fait tout un tas d'éléments qui peuvent leur permettre de se différencier sur les marchés et ça a été bien abordé. De notre côté, il nous semble au niveau général qu'on a une importance de plus en plus forte de dimensions de qualité qui avant étaient beaucoup plus liées à la petite agriculture, dont s'emparent beaucoup d'autres opérateurs, les opérateurs des filières internationales, les opérateurs sur les marchés locaux de la grande distribution. Et moi, j'ai travaillé plus particulièrement pendant 5 ans en Afrique du Sud. Et les démarches de qualité, elles sont surtout portées par la grande distribution. Ce qui, du coup, pose effectivement largement les questions d'accès. Parce que pour les petits agriculteurs, ce ne sont pas les marchés les plus faciles à aborder. Le fait de rajouter à ça des critères de qualité, ça peut produire des effets d'exclusion assez importants, qui sont également beaucoup montrés à l'exportation. Sur des grandes filières type café, cacao, on voit bien que le fait que les grands opérateurs s'emparent du commerce équitable, s'emparent de l'agriculture biologique, s'emparent de tous ces signes de qualité, rend plus difficile pour les petits producteurs de faire valoir leurs avantages en ce sens-là. Ce n'est pas une raison pour ne pas travailler avec les petits agriculteurs, je pense au contraire, et l'agriculture familiale, que c'est une raison pour aborder différentes manières de mettre en avant ces signes de qualité et de les rendre opérants sur les marchés. C'est ce que font un certain nombre d'opérateurs particuliers qui sont autour de la table. Et c'est aussi en permettant différentes démarches de certification. Mais je pense que quelqu'un reviendra sur cette question-là. Donc voilà, c'était juste pour insister que le fait que les démarches de qualité soient de plus en plus appropriées par un plus grand nombre d'acteurs rend plus difficile la capacité d'un certain nombre d'opérateurs à rentrer dans des relations privilégiées avec ceux qui en aval vont valoriser la qualité. Et pour les opérateurs en aval qui valorisent la qualité, il y a une concurrence de plus en plus forte de ces opérateurs qui n'étaient pas traditionnellement des opérateurs sur des marchés de qualité. Merci Estelle. Bétomo et Gérald peut-être pour compléter. C'est vrai que l'impact médiatique des signes de qualité appelle de la part des producteurs des défis qu'ils doivent relever. Par exemple, sur l'indication géographique poivre de Penja, les producteurs se sont donné un cahier de charge. Et ce cahier de charge peut bien sûr être complété par d'autres signes de qualité tels que des certifications ISO, Global Gap. C'est une évolution à faire pour être plus visible sur les marchés et plus crédible. Mais c'est des défis que je pense nous devons relever et que nous pouvons relever. Alors, sur les difficultés, moi j'en verrais de deux niveaux. D'une part, pour les organisations de producteurs dans le commerce équitable, il faut être conscient que d'avoir une certification ou un signe de garantie de commerce équitable n'est pas justement une assurance d'avoir des débouchés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs qui voient le commerce équitable comme une opportunité, puis aussi parce qu'ils partagent une certaine vision de l'agriculture et du fonctionnement du commerce international. Mais il faut être conscient qu'un certain nombre de producteurs ont des débouchés dans le circuit de commerce équitable autour de 10-20% de leur production, des fois moins. Par rapport à ça, l'inclusion dans le commerce équitable, ça génère aussi des coûts en termes de fonctionnement, d'organisation. Ça peut être vu comme un certain nombre de contraintes pour les producteurs.
Donc ça, c'est un premier niveau par rapport aux producteurs. S'y ajoute dessus actuellement, je dirais, on est plutôt sur un développement des signes de qualité, puisqu'il y a un certain nombre de labels qui se développent dans le commerce équitable. Il y avait un souhait des consommateurs et des organisations de consommateurs de dire, pour mieux comprendre le commerce équitable, ce qu'il nous faudrait, c'est un signe de qualité unique ou une reconnaissance. Et là, on est plutôt dans un constat actuellement d'une multiplication des labels. Donc, que ce soit Max Havelaar, maintenant il y a EcoCert, il y a Fair for Life, New Arthurland. En fait, il y a plein de projets qui se développent. En face de ça, vous avez des Rainforest Alliance et Woods qui sont pas du commerce équitable, mais qui créent une confusion, même chez les journalistes, puisqu'on voit dans des documentaires une assimilation. Donc c'est compliqué pour le consommateur de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un label. Et même au sein d'un même label, comme le label Fairtrade International Max Havelaar, maintenant, il peut y avoir différentes démarches au sein du même label. Donc déjà, pour les experts du commerce équitable, c'est pas toujours facile. Alors pour le consommateur, là, je pense qu'il nage vraiment dans compréhension. Donc qu'est-ce qui certifie que son café est bien un café de petit producteur? Actuellement, il ne le sait pas. Parce que maintenant, ce qui a été dit par la personne du CIRAD, par rapport à une demande croissante de volume de la grande distribution, on n'est plus sur le même type de production, le même type de producteur. Donc on passe d'une agriculture familiale à une agriculture plutôt capitaliste, industrielle. Donc on retombe un peu dans le biais de l'agriculture biologique. Donc c'est vrai que le commerce équitable, qui historiquement était basé sur des actions de petits producteurs, ne l'est plus vraiment. Donc ça, c'est ce que défend Artisans du Monde, que défend Etikable, un certain nombre d'organisations, mais c'est plus forcément ce que vous trouvez derrière des différents labels. Donc voilà, on est à un point actuellement où il y a besoin de faire un travail de sensibilisation, de réassurance du consommateur, même de différenciation, puisque maintenant il y a des labels qui sont créés par des organisations de producteurs, dont un qui a été créé par une organisation de producteurs en Amérique latine, qui s'appelle le symbole des petits producteurs, pour bien montrer que ce café, que ce cacao est issu d'organisations de petits producteurs, de l'agriculture familiale. Donc voilà, on voit, finalement, on est plutôt dans une expansion des signes de qualité et qui ne facilite pas la lisibilité de ce qu'il y a derrière. Oui, après tu passeras la... Juste rajouter par rapport à la question de l'agriculture biologique, dont vous avez dit qu'elle avait déjà elle était rentrée dans une démarche conventionnelle forte, je pense que c'est connu, mais un mot frappant par rapport à ce dont on parle, les petits producteurs et l'agriculture biologique, au niveau général, l'agriculture biologique en volume s'est largement accrue, et au moins dans les pays du Nord, le nombre de producteurs qui y participent s'est érodé. Ils sont moins nombreux à produire un beaucoup plus gros volume, ce qui montre bien que ce ne sont pas majoritairement les petits producteurs qui ont bénéficié de ce développement de l'agriculture biologique. Ok, moi par rapport au préalable, je dirais qu'il faut que les producteurs, les acteurs soient convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que réellement ils sont prêts à aller vers la qualité pour vendre mieux? Donc il faut que cela soit d'abord compris par les acteurs pour vraiment engager la démarche IG. Deuxièmement, il ne faudrait pas que ce soit seulement au niveau d'un seul maillon de la filière. Et l'IG mieux, si d'ailleurs on la raisonne en termes de filière, c'est encore mieux indiqué que de la positionner au niveau d'un seul maillon de la filière. Parce que les producteurs n'ont qu'à bien faire la qualité, mais si à l'aval, il y a des problèmes au niveau du stockage, au niveau de la transformation, et ça peut vraiment jouer négativement sur le produit et ça peut mettre complètement à l'eau tout le travail qui a été fait en amont. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Pour l'instant, on va essayer de terminer peut-être en termes de recommandations. Christophe Chauveau, est-ce qu'on aurait finalement des recommandations pour éviter les écueils qui ont été mentionnés? On a trop peu de temps pour entrer dans le détail. Moi je me contenterai de souligner ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire on observe une appropriation par les grands acteurs des filières conventionnelles de différents signes de qualité. Et on observe également dans les pays du Sud, au moins où on travaille, nous, à Agronomes et Vétérinaires sans frontières, on observe que les politiques agricoles, les politiques commerciales sont souvent construites en faveur de ces grands acteurs et en faveur de l'agrobusiness. Donc il y a quand même un enjeu pour que les signes de qualité, en particulier ceux qui nous intéressent, nous, le commerce équitable, le bio, mettent bien en avant dans leur cahier des charges, valorisent bien ce que sont certaines caractéristiques ou spécificités de l'agriculture familiale paysanne qu'on veut défendre, protéger, promouvoir, etc. La taille, les types de production, la diversité des productions sur une ferme.
la culture, la relation avec le territoire, etc., etc. On pourrait rentrer dans des détails pendant quelques heures. Un autre point essentiel, c'est affaire à tous ces dispositifs de signes de qualité, c'est également l'inclusion des producteurs dans leur gouvernance et dans leur construction. Ce qui n'est pas le cas de tous les signes de qualité. Et parfois, c'est le cas, mais pas suffisamment. Donc moi, je mentionnerai simplement deux exemples concrets. Donc, ça a été mentionné, est en train de se construire un système qu'on appelle le SPP, le symbole du petit producteur. Ce sont des coopératives de producteurs d'Amérique latine qui ont construit, sur la base des cahiers des charges, de certains cahiers des charges du commerce équitable, un cahier des charges avec quelques contraintes supplémentaires, notamment une limite de taille. Donc on ne peut pas avoir plus de 15 hectares pour être certifié petit producteur. Ça se discute, les 15 hectares, etc. etc. N'empêche que c'est une démarche et d'appropriation du signe de qualité par les producteurs, puisqu'ils sont pratiquement, ils sont majoritaires dans la gouvernance de ce système-là. Mais en plus, ils ont décidé justement de se démarquer de tous les autres signes en mettant en avant la taille, c'est-à-dire le côté petit producteur. Et j'ajouterai un autre exemple qui est plus franco-français. Dans le cadre des AOC, qui sont d'autres formes de signes de qualité, on observe que certaines AOC sont maintenant entre les mains de l'industrie et d'autres pas. D'autres pas parce qu'à un certain moment, ceux qui étaient à la gouvernance de la construction de ces AOC ont mis des garde-fous, ont mis des freins, ont inclus des clauses dans les cahiers des charges qui leur ont permis de se prémunir contre un certain dévoiement de ces AOC en faveur d'une production, de systèmes de production plus productivistes ou de grands acteurs des filières. Moi, je pense un exemple qui me vient, c'est le fromage Beaufort. À répétition, au cours des années 80-90, ont été inclus de nouvelles clauses dans le cahier des charges permettant de défendre l'idée d'une agriculture paysanne, de montagne, fournie essentiellement de fourrage local, de pâturage, etc. Et ça a permis d'éviter ce qui pointait au début des années 70, qui était la récupération de cette AOC par de très gros producteurs. Comme recommandation, on peut dire, pour cet aspect de labellisation et IG, tous les aspects de qualité, je pense que la première chose, qu'il faut créer une atmosphère de confiance entre tous les intervenants de la filière. Donc tous les maillons de la filière doivent avoir de confiance entre eux. La deuxième, c'est l'élaboration du cahier de charges simple, avec des articles qui mettent en exergue la qualité pour faciliter le contrôle. Donc si on met un cahier de charges assez qui n'est pas fait entre tous les intervenants, entre tous les intervenants, on trouve des problèmes de contrôle et on risque de ne pas avoir cette qualité recherchée. Donc le cahier de charges doit être bien élaboré entre tous les maillons de la filière et elle doit être simple et facile à contrôler. Donc moi je dirais que pour freiner les contraintes, il va falloir reposer l'IG sur des organisations fiables. Il faut mettre un accent particulier sur la structuration à la base. Il faut que les acteurs qui sont concernés soient structurés dans des organisations plus ou moins fiables pour pouvoir porter l'IG. Et c'est à cela que vraiment la pérennité pourrait être assurée. Il y a aussi au niveau du système de contrôle, il faut un système de contrôle efficace qui commence par l'autocontrôle, que les acteurs acceptent de s'autocontrôler pour pouvoir vraiment veiller vraiment à la qualité du produit. Peut-être enfin, il faudrait aussi que les organisations soient protégées. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui puisse vraiment les protéger. Ils sont à un niveau où ils ne pourront pas se battre contre certains grands producteurs ou grands commerçants
qui voudraient utiliser la marque, il faudrait que vraiment le cadre juridique soit bien établi pour pouvoir les protéger. Merci. Je voudrais relever simplement le fait de la question de la définition des règles, la définition du cahier des charges qui paraît vraiment un instrument très important justement pour exclure ou inclure des petits producteurs ou exclure les plus grands ou alors construire quelque chose qui permette à long terme de maintenir l'agriculture familiale. Donc, je vous remercie pour les contributions que vous venez d'apporter. Je voudrais échanger un petit peu de vision, parce que là, on voit sur la table plusieurs signes de qualité, les indications géographiques, la production organique, le commerce équitable. Finalement, je vais demander à Estelle, Christophe et Metomo, comment vous voyez l'articulation? On en a un petit peu parlé déjà, hein, c'est plutôt de la confusion, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas finalement une articulation possible, une complémentarité entre ces différents signes? Merci. Donc là, moi, je vais prendre un cas précis parce que je pense que la complémentarité ou la concurrence, elle est très dépendante du produit dont on parle et des agriculteurs qui la portent. Donc le cas que je connais le mieux, c'est le cas du rooibos en Afrique du Sud. C'est une tisane qui est endémique d'Afrique du Sud et qui, donc, n'étant produite que là-bas, a vocation assez naturellement à être une indication géographique. En plus, récemment, elle a fait l'objet d'usurpation et donc les acteurs se sont sentis concernés localement par le fait de protéger leur nom. Donc il y a bien un intérêt commun qui a été porté de ce point de vue-là. Donc l'indication géographique, c'est quelque chose qui est fédérateur pour les producteurs localement et pour l'ensemble des producteurs. Mais cette filière, c'est une filière dans laquelle on a la moitié des producteurs qui sont des petits producteurs, mais ils représentent 2 à 3% de la production. Donc c'est vraiment très très faible. C'est une agriculture qui est très contrastée entre des très gros agriculteurs et des très petits agriculteurs. Donc la capacité des petits producteurs à se faire entendre dans cette filière-là, elle est très compliquée. Mais par contre, dans ce cadre-là, le fait que depuis très longtemps, il y a eu des ONG et des acteurs localement qui ont travaillé, localement et des opérateurs européens qui ont travaillé avec les petits agriculteurs dans le cadre du commerce équitable, ça a permis un renforcement de ces producteurs. Et donc, ça leur permet de faire entendre leur voix plus largement quand sont décidées la manière dont va être définit la qualité du produit dans le cadre de l'indication géographique. Qu'est-ce que c'est que le rooibos? Si c'est uniquement les gros agriculteurs qui le définissent, c'est assez évident que les petits agriculteurs ne vont pas être inclus. Et je prendrai juste un petit exemple à ce titre-là. Le rooibos étant une plante qu'on ne trouve qu'en Afrique du Sud, dans un écosystème, un territoire, un paysage qui est très particulier, il y a un lien à la biodiversité qui est très fort. Mais ce lien à la biodiversité, pour un petit agriculteur, ce n'est pas le même que pour un gros agriculteur. Comment on traduit ça dans un cahier des charges? Un gros agriculteur, il va dire, moi, je peux mettre en défense, je peux protéger 50% de mon exploitation et je ne cultive que le reste. Comment fait un petit agriculteur pour faire ça? Si on inclut dans le cahier des charges que 50% de mon exploitation, je ne peux pas la cultiver et que j'ai 1 ou 2 hectares, je fais comment pour vivre? Donc si les petits producteurs n'avaient pas leur voix au chapitre, l'indication géographique serait clairement un facteur d'exclusion. Le fait de pouvoir avoir autour de la table des représentants des petits producteurs, parce que le commerce équitable depuis longtemps a travaillé avec eux, leur a permis d'avoir un prix rémunérateur, d'investir dans leur exploitation, ça leur permet d'être présents sur l'indication géographique. Et juste pour revenir sur le dernier signe, parce que tous les signes sont présents sur le rooibos, on a également Wood Certified qui est arrivé, etc. Parce que c'est un produit très emblématique et porteur. Mais sur l'agriculture biologique, là, on voit bien encore le côté conventionnel de cette agriculture-là. Ça ne différencie personne. Les gros comme les petits peuvent faire de l'agriculture biologique. Donc les petits le font aussi parce que ça leur permet de renforcer leur démarche, de dire nous on est aussi en capacité de faire de la qualité du point de vue de la dimension biologique, mais ils le font dans le cadre d'un commerce équitable, de terroirs particuliers et en faisant valoir le fait qu'eux aussi produisent quelque chose qui a le droit de s'appeler rooibos. Voilà. Donc en fait, effectivement, comme ce qui vient d'être dit, on voit bien que les signes de qualité maintenant s'additionnent. Donc ça veut dire que ça peut aussi additionner les contraintes en termes de traçabilité, d'évaluation pour les producteurs. Mais heureusement, je dirais, l'ensemble des acteurs arrivent à s'entendre pour faire en sorte qu'un producteur qui peut se retrouver sur 2-3 systèmes en même temps
même être certifié biologique, qu'il puisse y avoir un système de reconnaissance et que les cahiers des charges reprennent des éléments. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un producteur de commerce équitable qui doit s'engager sur des pratiques environnementales de à la fois certifier biologique d'un côté et de répondre aux mêmes questions ou un peu différentes dans le cas du commerce équitable. Et voilà, il y a effectivement un système de reconnaissance pour éviter ces surcoûts pour les producteurs. Donc ça, c'est un élément important. Après, ça reste aussi, je vais dire, les produits de commerce équitable vont devenir un petit peu des maillots du Tour de France, c'est-à-dire qu'on va trouver 4-5 logos des fois sur des produits pour assurer que le produit est bio, que le produit est zéro impact carbone, que le produit est bien équitable, que c'est bien des petits producteurs. Donc des fois, pour le consommateur, il faut vraiment y croire, ça c'est important. Être convaincu par la qualité du produit, ça on en a parlé, parce que c'est un facteur déterminant dans le choix du consommateur. Mais c'est vrai qu'en termes de lisibilité, même si maintenant il y a des systèmes qui permettent de tracer, parce que maintenant on peut même voir par satellite presque où est le producteur, mais on va très très loin pour donner la confiance au consommateur, mais c'est pas forcément rassurant pour le consommateur d'aller chercher autant d'informations. Donc d'une façon générale, pour donner un peu un point de vue, c'est presque tous ces signes de qualité sont nécessaires pour pouvoir se différencier d'une agriculture conventionnelle dont on dénonce les pratiques et qui ne soutient pas forcément une agriculture familiale qui peut répondre aux défis d'une alimentation de qualité, de création d'emplois, de respect de la biodiversité. Mais d'une certaine façon, à côté de ça, il faut travailler également sur faire en sorte que l'agriculture conventionnelle adopte ces pratiques qui sont dans des signes de qualité. C'est peut-être une façon d'élargir la qualité, mais d'une façon vertueuse. Merci. Christophe, rajouter... Oui, je partage tout ce qui a été dit précédemment sur certains risques que représente la multiplication des signes de qualité. Je nuancerai simplement en disant que parfois, en réponse à des marchés qui se segmentent et aussi en réponse à la contrainte des organisations paysannes, des coopératives, des paysans eux-mêmes qui ont plusieurs qualités dans leur champ, c'est utile et c'est stratégique même de combiner les signes de qualité. Il peut y avoir des demandes dans un sens de combinaison, c'est-à-dire des acheteurs qui demandent du bio plus du commerce équitable. Il peut y avoir des coopératives agricoles, nous on travaille avec de nombreuses coopératives qui produisent du café ou du cacao, mais tout le volume n'est pas de la même qualité. Or, pour exporter avec un signe de qualité, avant qu'il soit bio ou équitable, il faut qu'il soit de qualité. Donc évidemment, il faut combiner dans une stratégie de développement commercial et productif, il faut combiner différents signes de qualité, différentes certifications. Il faut parfois ne pas certifier parce que ce serait un coût trop important par rapport aux revenus. Donc la combinaison des signes de qualité est essentielle, mais dans le cadre d'une stratégie bien pensée. Et je conclurai en disant que parfois le développement de l'agriculture familiale paysanne ne passe pas par les signes de qualité non plus. Nous, on appuie un certain nombre d'initiatives de vente directe et de circuits courts. On ne peut pas faire plus court. Vente à la ferme, boutique paysanne, marché paysan, etc. Où la confiance qui s'instaure dans le territoire entre le consommateur et le producteur permet aux producteurs et aux consommateurs de se dispenser de tous ces processus de signes de qualité. Et là, pour le coup, il n'y a pas de coût. Voilà. Moi, je pense, selon notre petite expérience dans le domaine de labellisation, que la combinaison est assez difficile, surtout pour le monde rural. Donc, la combinaison de plusieurs signes de qualité pour une agriculture familiale, c'est un peu dur. Parce que la majorité des producteurs sont de niveau un peu intellectuel. Donc, pour nous, pour le cas de Tunisie, on trouve des difficultés à promouvoir la combinaison des signes de qualité. Mais pour les référentiels privés, donc si on adopte l'indication géographique avec la culture organique ou la biologique, on peut s'en sortir. Mais en assurant la traçabilité et la qualité. Donc, qu'est-ce que cherche le consommateur? C'est la traçabilité et la qualité. Donc, si on fait le 2, au moins 2, si on ajoute plus, on va alourdir le coût de certification pour chaque produit. Donc, ça va alourdir le coût
pour le consommateur et pour tous les. Donc on est un peu prudent là, surtout pour la combinaison de plusieurs signes de qualité. Donc on est au début, donc on marche. Peut-être l'organique et l'indication géographique ajoutent de plus de valeur pour les produits ruraux. Merci beaucoup. Et peut-être pour conclure, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe tout de suite. Finalement, quand on vous entend, moi j'ai une question. Finalement, on est dans le cadre de l'AFD et du CIRAD. Hein, et donc finalement, pour l'avenir des agricultures familiales, est-ce qu'il faut mieux pas investir de l'argent et de la coopération technique dans les démarches de qualité ou dans les démarches de régulation et d'accès au marché? Parce que finalement, c'est peut-être pas le signe de qualité qui sera déterminant dans certains cas. Comme je vous l'avais annoncé, ma réponse, elle est les deux, bien sûr. L'un ne dispense pas de l'autre. L'agriculture familiale ne se consolidera pas sans mesure globale de régulation. Régulation du commerce, régulation de l'accès aux ressources, à l'eau, à la terre, etc. Ce n'est pas les signes de qualité qui vont résoudre à eux seuls ces problématiques d'accès aux ressources et d'accès au marché et de protection des marchés et de protection des consommateurs pauvres, etc. Donc bien sûr qu'il faut de la régulation internationale. Ce sont des démarches complémentaires et j'ajouterais qui sont en synergie. C'est-à-dire, ça a été mentionné au moins à 2 ou 3 reprises, les signes de qualité, souvent, ce sont des outils aussi de consolidation d'organisations paysannes et de structuration de filières. Ces organisations paysannes deviennent des interlocuteurs politiques, des pouvoirs publics, des acteurs privés, etc., au moment de défendre des politiques publiques de régulation, des politiques internationales. De même, les signes de qualité peuvent servir d'inspiration aux politiques publiques. Et là, on parle de changement d'échelle quand on passe d'une politique, d'un signe de qualité commerce équitable qui touche aujourd'hui 1,5 million ou 1 million de petits producteurs à une politique internationale qui permettrait à certains États du Sud notamment de se protéger en fixant notamment des règles sur des prix, des tarifs douaniers, etc. Donc c'est complémentaire. Ok, merci.